Alors, 2 dédicaces pour commencer, comme à l'habitude. La première concerne ce monsieur-là, dont je vous reparlerai probablement. Et si je n'ai pas le temps de le faire, vous documenterez sur lui. C'est un monsieur qui a été condamné plusieurs fois parce qu'il a décidé de se promener nu. The Naked Rambler, c'est le promeneur nu, il s'appelle Stephen Goff. Et il a décidé que Adam et Ève l'ayant créé tout nu, il déciderait de se promener tout nu. Et ça lui pose pas mal de problèmes. Et la question que j'aime bien me poser là-dessus, c'est, moi qui ne suis pas nudiste, mais j'ai rien contre, pourquoi y a-t-il des gens qui sont contre au point de le mettre en prison? Il a passé de longs mois, mis bout à bout, ça fait même plusieurs années en prison, Stephen Goff, pour des raisons qui me semblent assez immorales en soi. Parce qu'au fond, pourquoi pas? Si on en a envie. L'argument essentiel qui est invoqué, c'est surtout celui de parents qui disent que ça peut choquer éventuellement des enfants de voir quelqu'un de nu. Mais je ne sais pas si vous avez l'expérience des enfants, mais s'il y a bien des êtres qui ne sont pas choqués par la nudité, c'est bien les enfants. Donc c'est assez étonnant de voir cet argument-là sortir. Merci d'arriver. Désolé pour la porte, nous avons un problème technique indépendant de notre volonté. Le deuxième point de dédicace concerne mon t-shirt, et je vous soumettrai la question, vous réfléchirez à ça à la fin du cours, dans quelle mesure est-ce juste ou pas juste de porter un t-shirt comme celui-là dans le cadre d'un cours? Est-ce que c'est juste ou pas juste que des enseignants, des intellectuels s'emparent de sujets comme ça qui sont sociétaux? En l'occurrence, l'affaire Adama Traoré, je pense que vous en avez entendu parler, juillet 2016, un jeune homme qui est mort des suites d'une interpellation plutôt musclée des forces de l'ordre avec une technique qui est condamnée dans de nombreux pays et qui continue à être autorisée dans notre pays à nous. Voilà, donc vous me direz, on pourra en discuter à la fin, hors cours, si vous le souhaitez. Pour commencer, je vous montre un passage d'un film que vous avez peut-être déjà vu, de Quentin Tarantino. C'est un film qui aborde à un moment de son histoire, je ne vais pas vous spoiler le film si vous ne l'avez pas vu, je vous mets juste un extrait. Il aborde un problème moral qui est assez récurrent dans beaucoup de romans, dans beaucoup de films, et puis parfois dans certaines vies, surtout quand le contexte est plutôt violent, comme c'était le cas notamment durant l'occupation allemande en France. Le film s'appelle Inglourious Basterds, et donc vous avez un extrait, et vous allez voir qu'ils vont se mettre à parler anglais, il y a une raison à ça, que vous allez facilement comprendre. Voilà, normalement si j'appuie là, ça commence. Now, my job dictates that I must have my men enter your home and conduct a thorough search before I can officially cross your family's name off my list. And if there are any irregularities to be found, rest assured there will be. That is unless you have something to tell me that makes the conducting of a search unnecessary. I might add also that any information that makes the performance of my duty easier will not be met with punishment. Actually, quite the contrary. It will be met with reward. And that reward will be your family will cease to be harassed in any way by the German military during the rest of our occupation of your country. You're sheltering enemies of the state, are you not? Yes. You're sheltering them underneath your floorboards, aren't you? Yes. Point out to me the areas where they're hiding. Since I haven't heard any disturbance, I assume while they're listening they don't speak English. Yes. I'm going to switch back to French now, and I want you to follow my masquerade set clear. Yes. Monsieur Lapadite, je vous remercie Pour le mien et pour votre hospitalité. Il me semble que nous en avons terminé. Ah, mesdames,
famille plus longtemps. Donc, monsieur, mesdemoiselles, je prends congé de vous et je vous dis adieu. Je m'arrête là pour pas spoiler la suite. Ce genre de dilemme-là est souvent discuté autour d'un verre, quand on se dit est-ce que si j'avais été à l'époque de l'occupation, est-ce que j'aurais résisté ou pas? Est-ce que la situation-là permet à l'homme français d'être juste? Est-ce qu'il est juste dans son choix ou est-ce qu'il est au contraire profondément immoral? Est-ce qu'on aurait été à sa place? Est-ce qu'on aurait fait la même chose? Ou est-ce qu'on aurait réagi différemment? La question qui se pose, de savoir si un comportement est juste ou pas, c'est une question qui est récurrente dans le monde de la philosophie et c'est une question qui est récurrente dans la science politique également, puisqu'il s'agit de parfois faire des choix de société qui conviennent au plus grand nombre ou parfois de répondre à des règles implicites de la vie en communauté. Et la question pour nous, avec mes collègues, c'est de savoir est-ce qu'on peut philosopher de manière morale et de façon rationnelle? Est-ce qu'on peut faire ça de manière rationnelle ou est-ce que c'est forcément adossé et indexé à des principes de base et on n'a pas tous les mêmes et donc on aurait une sorte de relativité morale ou éthique sur ces questions? Nous, on pense qu'on peut rationaliser les questions, on ne pense pas pouvoir traiter tous les sujets, mais j'aimerais au moins vous donner quelques notions pour vous permettre de faire cet exercice-là par chez vous, sur vos choix moraux de vie, sur vos choix de société, sur vos votes, sur vos comportements de santé, sur vos comportements judiciaires, si éventuellement vous avez des problèmes avec la justice, ou si vous êtes acteur de la justice, que vous savez que vous pouvez très bien finir par être appelé comme juré d'assises, si un jour vous êtes tiré au sort dans la liste des gens qui ont une carte de vote, vous pouvez être saisi, on vous demande de venir participer à des jurés d'assises. Et c'est tout Français qui peut, normalement, est obligé de se soumettre à cette règle-là. Alors on parle d'éthique et de morale, je vais vous faire quelques diapos là qui vous permettent de poser des notions. Et comme ça, on parlera avec les mêmes mots pour la suite. Et ensuite, je vous ferai un petit déroulé de situations expérimentales type. Et vous verrez que certaines font grincer des dents et grincer des genoux. Et puis après, on verra, selon le temps qui nous est laissé et le temps de discussion que ça prend entre vous à certains moments, parce que probablement vous allez, entre vous, échanger quelques petites réflexions, je pense. Et bien peut-être qu'à la fin, on procédera à quelque chose que j'aime pas trop faire quand c'est filmé, parce que c'est pas très télévisuel, on va dire. Mais peut-être qu'on aura le temps à la fin, si on y arrive, ou sinon je vous expliquerai comment on s'y prend pour faire un débat mouvant. C'est-à-dire comment on peut réaliser des formes de débat qui permettent de donner la parole à peu près à tout le monde, sans que ce soit le bazar, avec un grand groupe de gens et avec une situation de type spatial. C'est-à-dire on se situe spatialement pour indiquer ce qu'on préfère dans un choix moral donné. Alors, quelques mots. D'abord, éthique et morale. Je ne ferai pas la distinction ici. Il y a plusieurs écoles là-dessus, mais il faut savoir que c'est la même racine. Les deux mots ont la même racine et ça désigne en fait les mœurs, les règles de comportement qu'on estime être appropriées à une vie en société, à une vie collective. Et la question qui est sous-jacente à tous les théoriciens moraux, tous les théoriciens de l'éthique, c'est de savoir comment agir au mieux dans une situation donnée, qu'est-ce qui est le plus juste, qu'est-ce qui est le plus indiqué de faire, et est-ce qu'au contraire, il y a des choses qui sont vraiment affreuses. Alors, dans les philosophies, donc je vous fais 3-4 diapos là, qui sont pas techniques, mais en tout cas qui mettent des mots. Vous vous rappelez qu'on a déjà parlé de cette distinction entre les matérialistes et puis les spiritualistes. Je vous avais dit que les spiritualistes postulaient le monde avec sa réalité, si vous voulez, et puis à côté, vous aviez toute une substance, des esprits, des êtres surnaturels qui ne font pas partie de l'investigation humaine, mais qui sont postulés comme existantes. Et les philosophies spiritualistes ont été ultra majoritaires, c'est ce que j'ai indiqué sur la diapo. Et tandis que les philosophies matérialistes qui disaient il n'y a que la matière, propriété émergente de la matière, et puis c'est tout, ils étaient plutôt minoritaires, largement minoritaires, et souvent battus, frappés, brûlés, ou certains furent contraints de publier de manière posthume, c'est-à-dire après leur propre mort, pour pas avoir trop d'ennuis. Et alors pourquoi les philosophies spiritualistes ont été majoritaires? Il y a plusieurs raisons à ça, je l'ai déjà dit dans ce cours, mais je vais le reprendre quand même. Elles corroborent assez bien les systèmes en place, surtout quand les systèmes en place reposent sur l'hypothèse d'une entité divine qui place un roi ou une reine, par exemple. Donc les systèmes de royalistes aiment bien ces philosophies spiritualistes. Ça cautionne les systèmes religieux en permettant des entités de type surnaturel.
Donc c'est plutôt pratique quand les sociétés sont très religieuses. Elles offrent un cadre moral transcendant, c'est-à-dire que vous n'avez pas tellement le choix de décider vous-même des bons choix moraux, c'est en fait un clergé qui vous le donne parce qu'il est transmis de manière transcendante par les hypothétiques entités surnaturelles. Et puis ça vous donne un ordre moral que j'ai appelé clé en main, c'est-à-dire on vous dit que telle chose est à la bonne place, les espèces sont à la bonne place, hommes et femmes sont ordonnés d'une certaine façon avec des rôles bien prédéfinis, noir et blanc aussi, humain, animal, etc. Ça nous donne un truc clé en main. Il y a des philosophes qui disent d'ailleurs que ce qui fait que beaucoup de gens se tournent vers des spiritualismes comme ça, c'est qu'en fait, c'est la peur de se retrouver sans quelque chose de clé en main pour investiguer moralement les situations dans lesquelles on se retrouve. Donc c'est plus facile d'adhérer à ça parce que vous avez tout qui est livré, notamment au travers de textes sacrés. Alors, je me suis amusé parce qu'avant-hier soir, très tard, je regardais Alors quand je regarde une série, j'ai tellement peu de temps pour regarder des séries que je regarde une demi-série par soir à peu près, et un demi-épisode. Et ça m'a fait marrer de voir dans la saison 1, épisode 10 de Westworld, que je vous recommande chaudement pour des questions morales, parce qu'il y a des questions qui touchent à ce qu'est l'humain, ce qui est la réalité augmentée, ce qui est le transhumanisme. Il y a plein de choses très intéressantes dedans. Et il y a un passage, alors je vous le montre, je vais vous le montrer quand même. Dans l'épisode 10, qui a vu ça à main levée comme ça? Qui a vu Westworld? Mais comment vous avez le temps de regarder ça, vous? C'est pas possible. Vous dormez pas la nuit, ok, j'ai compris. Eh bien, il y a un passage, je ne sais pas si vous vous rappelez, où Anthony Hopkins, qui joue le rôle de Ford, il s'appelle Ford dans le film, Anthony Hopkins disserte sur Michel-Ange et sur le dessin de la création d'Adam sur la chapelle Sixtine, qui a été réalisée, vous le savez, par Michel-Ange. Et voilà, je vous ai mis le passage en question. Je ne l'ai pas traduit, mais je pense que c'est assez clair à comprendre. Il indique que beaucoup de gens n'ont pas vu que dans cette représentation-là, il ne s'agissait pas vraiment du souffle divin qui donnait vie à Adam, mais le cerveau humain qui serait représenté là. Donc je vous ai superposé une structure cérébrale par-dessus, et que très peu de gens s'en rendent compte, etc. Et dedans, il invoque le fait qu'un scientifique a postulé ça il y a quelques temps. Et j'ai retrouvé le scientifique en question, et c'est vrai, il a publié là-dessus. Alors je vous montre l'extrait juste pour rigoler. You're probably right, Dolores. Michelangelo did tell a lie. See, it took 500 years for someone to notice something hidden in plain sight. His doctor who noticed the shape of the human brain. Message being that the divine gift does not come from a higher power, but from our own minds. C'est qu'il a fallu 500 ans, dit-il, pour que des gens se rendent compte, notamment un savant, un médecin en l'occurrence, se rendent compte qu'il ne s'agissait pas vraiment du divin en question, mais il s'agissait de la structure cérébrale humaine qui permettait l'avènement de la vie et de la morale. Et en fait, j'ai regardé, et c'est effectivement le cas. En 1990, dans le Journal of American Medical Association, le JAMA, il y a un article qui est sorti de M. Meshberger qui parle de l'interprétation de Michelangelo's Creation of Adam based on Neuroanatomy. C'est comme ça que ça s'appelle, son article. Alors je vous le mettrai aussi en lien parce que je l'ai récupéré. C'est pas très compliqué à récupérer. Donc vous ne pourrez pas voir mon doc. Tant pis. Voilà. Alors, là où je me plains un petit peu, c'est que je vois qu'on a beau être dans une société où on nous vante sans arrêt la laïcité, je remarque, mais c'est pas mon intuition, c'est que ça commence à être bien montré à peu près par tous les gens qui pensent sur ces questions-là, que pour l'instant, la laïcité se cantonne à être un exposé, notamment dans les écoles et dans les collèges et les lycées, à connaître la diversité des conceptions du bien, en montrant que chaque religion peut apporter sa contribution au bien et au mal, etc. Et on nous introduit des cours de religion ou des cours d'histoire de religion. Et je ne suis pas sûr, j'ai des doutes, et les collègues aussi. Excusez-moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. J'ai des doutes sur le fait qu'en montrant divers aspects du bien et du mal dans les religions, on en arrive pour autant à construire ce qu'on pourrait appeler une laïcité laïque, vraiment laïque, c'est-à-dire comment on pourrait construire un système moral dans lequel on pourrait vivre, qui ne dépendent pas d'entités surnaturelles ou de transcendance qui ne soient pas les mêmes pour tout le monde. Vous voyez un peu la force de l'idée de construire une morale non spiritualiste. Ça voudrait dire qu'en fait, il n'y a plus besoin d'un présupposé de type religieux pour tomber tous d'accord pour comment on va vivre dans cette société pendant notre courte existence sur Terre. Ça, c'est quand même bien pratique. Beaucoup de gens se plaignent aussi de cette méthode qui consiste essentiellement à tourner autour d'un socle judéo-chrétien dans la normativité de la notion de bien et de mal. Alors,
Quand on creuse un peu le problème, on se rend compte que le bien et puis le mal, bon, on en parle tout le temps, on dit ah ça c'est bien, ah, ça c'est mal, oh là là. En fait, c'est très difficile à caractériser en soi et ça dépend presque toujours d'une référence à un texte qui est censé être révélé par une entité surnaturelle. Est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de ces notions-là? Nous, on estime, et beaucoup de philosophes moraux estiment que bien et mal, c'est des notions qu'on pourrait poser de côté et se poser la question de qu'est-ce qui pourrait être des situations justes et comment on pourrait mesurer ces situations justes et est-ce qu'on pourrait tous s'entendre sur ce qui peut être juste dans une situation et pas dans une autre. Je sais pas, quand quelqu'un tue quelqu'un d'autre, on part du principe que c'est mal, vous voyez, mais il y a des situations où tuer quelqu'un, ça peut se révéler pas si mal que ça. Ça dépend qui on tue en fait, puis ça dépend le point de vue de celui qui commente aussi. Et donc il y a des situations où vous trouverez peut-être, si vous êtes un jour juré, qu'il était assez légitime que la personne se défende. Une femme qui se faisait massacrer par son mari à grands coups de batte de baseball, par exemple, est-ce que c'était si illégitime que ça qu'elle le frappe au point de le tuer, par exemple? Et là, on voit que, effectivement, quelque chose qui semble être mal a priori, ça se dilue un petit peu et ça se nuance plus. Excusez-moi, je bois. Et donc, je me dis qu'il y a une vraie révolution à faire si on arrivait à construire une vraie morale laïque. C'est-à-dire quelque chose qui ne dépende pas de nos présupposés religieux. Après, chacun garde ses présupposés religieux s'il en a envie, mais si on arrive à construire une morale laïque collective, ben, il n'y a plus d'embrouille possible. On sera tous d'accord sur les principes fondamentaux. Alors, les discussions sont vieilles sur ce sujet. Je vous ai pris 2 exemples de ce qu'on appelle des expériences de pensée, c'est-à-dire des situations dans lesquelles je vais vous mettre au cours du cours ici, des situations dans lesquelles on imagine une situation. Il ne s'agit pas de contester la situation. Ce sont souvent des situations qui sont irréelles, ou qui ressemblent à quelque chose qui a été réel, mais qui sont placés comme tels, et on vous demande de raisonner dessus. Et donc c'est ce que faisait Platon, par exemple. Il a fait un dialogue avec Socrate, qui discutait avec Céphale, et puis avec son fils qui intervient dans la discussion. Et dans l'histoire de Céphale et Socrate, la question était de savoir qu'est-ce que c'est qu'une vie juste? Et Céphale, il dit, ce qui est juste, c'est de rendre aux gens ce qu'on leur doit, et ceux qui sont gentils, on leur rend du bien, et ceux qui sont méchants, on leur rend du mal. Et Socrate, il le contredit en lui disant, mais ça veut dire qu'un jour, si tu empruntes des armes à quelqu'un, et que cette personne-là, elle devient folle, pour une raison ou pour une autre, est-ce que tu trouves ça juste de lui rendre les armes, même si ça prend le risque qu'il se serve de ses armes pour taper tous les gens qui sont autour de lui? Et là, effectivement, Céphale et son fils sont un petit peu coincés. Et là, ils se rendent compte que la définition de la justesse ou de la justice, elle est pas si simple que ça. Un autre exemple, encore chez Platon, mais il l'a pris chez Hérodote, semble-t-il, et puis ça a été réutilisé ensuite chez Cicéron, je me rappelle. C'est l'anneau de Gygès, qui ressemble un petit peu à... Si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, ça ressemble à l'anneau de Sauron, en quelque sorte. L'anneau de Gygès, un jour, Gygès, je vous fais ça vraiment très brièvement, mais Gygès, il se promène près d'une rivière, je crois, il ramasse une bague sur laquelle il y a un petit chaton, et quand il tourne le chaton dans sa paume, ça le rend invisible. Et alors, en se rendant invisible comme ça, en fait, il arrive à pénétrer dans la chambre de la reine, il arrive à la séduire, il arrive à conquérir le trône, etc. Est-ce que c'est légitime, pose comme question Platon, est-ce que c'est légitime de tirer d'un avantage que les autres n'ont pas, des privilèges? Est-ce que c'est légitime? Mais même si on, sans prendre l'extrême qui est d'aller conquérir un pouvoir, imaginez-vous dans une situation où vous trouviez une bague qui vous permet d'être invisible et qui vous permet de rentrer dans la chambre de votre meilleure amie ou de votre meilleure copine et de la regarder le soir sans qu'elle le voie, quoi. Est-ce que ça serait moral? Est-ce que ça serait juste? Est-ce que ça serait bien? Est-ce que ça serait pas bien? Vous voyez, ça pose quand même quelques questions. On pourrait se dire, de toute façon, on lui fait rien, donc c'est pas très grave. En même temps, on se dit ça, mais si c'était nous qui étions observés par quelqu'un d'invisible dans une pièce, est-ce qu'on serait très content? Surtout le soir, au moment de se coucher. Je ne sais pas, il se passe parfois des choses bizarres le soir. Alors, moi je vous ai mis un petit anneau de Sauron, vous reconnaîtrez probablement. Nous avons des intuitions qui sont de type moral, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des choses qui sont morales et des choses qui ne le sont pas. J'aurais pu rentrer dans le détail de ce qu'on ressent comme intuition morale, même chez certains mammifères. On a remarqué par exemple que quand vous prenez un chien de berger, si vous lui donnez un ordre et qu'il l'exécute et que vous le punissez quand même, il va considérer que c'est pas juste que vous le punissiez alors qu'il a fait ce que vous lui avez demandé, et il a un comportement assez particulier où vous sentez qu'il sent l'injustice. Chez les singes, chez certains grands singes, ça a été montré aussi, on voit qu'il y a des prémices d'intuition morale chez certains animaux aussi. Alors chez l'humain, la question s'est beaucoup posée, est-ce que c'est inné? Est-ce qu'on est de manière innée quelqu'un de moralement construit? Ou est-ce que c'est acquis? Ou est-ce que c'est un mélange des deux? La discussion n'est pas encore tranchée là-dessus. Mais
il y a quand même des choses qui sont assez récurrentes. Et par exemple, si vous voyez un enfant se noyer, il y a de fortes chances que vous et moi, vous essayez de faire quelque chose pour essayer de le sauver, même si vous ne le connaissez pas, même si c'est un affreux enfant, horrible passage, même s'il est moche, même s'il est... peu importe, vous allez essayer de le sauver, parce qu'un enfant, il faut le sauver. Voilà, on sent que c'est une sorte de lieu commun. Évidemment, si on peut, évidemment, si vous êtes tétraplégique et que vous ne pouvez pas, on n'attend pas de vous l'impossible, évidemment. Et on semble posséder deux systèmes de choix. Et pas mal de tests tendent à montrer ça. Des systèmes de choix, il y en a un qui est très superficiel et qui réagit de manière très affective et qui fait « Ah, ça c'est horrible !» ou alors « Ah, merveilleux, c'est merveilleux !» Puis après, on raisonne par-dessus et en raisonnant, on se rend compte que notre intuition de départ est peut-être pas si bonne que ça. Ça se passe un peu en deux temps. On parle de deux systèmes. Et si vous voulez chercher sur ces questions de système intuitif et de système délibératif, je vous renvoie vers Daniel Kahneman qui a beaucoup écrit sur ce sujet-là, Kahneman. Et puis, on voit qu'il y a des modules psychologiques qui fonctionnent assez bien, quels que soient les peuples. Alors les 4 modules psychologiques de base semblent être, jusqu'à plus ample informé, un couple souffrance-compassion. Voilà, la souffrance, ça nous fait quelque chose. Quand on voit quelqu'un souffrir, on a de la compassion pour lui, on essaie de faire quelque chose pour lui. Il y a une sorte de réciprocité, c'est-à-dire que si quelqu'un nous fait quelque chose, on aura tendance à essayer de lui rendre. On a un sentiment d'équité assez fort, c'est-à-dire qu'on aime bien que les situations soient plutôt bien réparties. Et quand on estime qu'une situation est injuste dans le plan de la répartition, on aura tendance à objecter. Même les singes objectent quand c'est pas équitable. Il y a des formes de hiérarchie auxquelles on se révère, on accepte de respecter certaines formes hiérarchiques. Et puis, il y a une notion de pureté ou de sainteté qui, évidemment, est très souvent adossée à des questions sacrées derrière cela. Et nous avons une sorte de grammaire. C'est comme ça que les nomment les philosophes moraux, une sorte de grammaire, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quelques règles de base qui sont vraies, que vous soyez de Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'Auvergne ou de Norvège. Ça marche à peu près partout, pour tout le monde, de la même façon. Et il y a 4 règles qui semblent être vraiment cohérentes chez tout humain, à peu près normalement constitué. Un cas similaire se traite de manière similaire. C'est-à-dire que si quelqu'un fait quelque chose à un endroit, si quelqu'un d'autre fait la même chose à un autre endroit, on va estimer que c'est la même situation et que si l'une était juste, l'autre aussi. Et si celle-ci était injuste, l'autre aussi. On est plutôt cohérent sur ça. Devoir implique pouvoir, ça veut dire, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est-à-dire qu'on vous en voudra si vous ne sautez pas chercher l'enfant qui se noie. Mais évidemment, si vous êtes dans un fauteuil roulant et que vous ne pouvez pas du tout bouger, personne ne vous en voudra. On peut pas, ou si vous êtes attaché à un poteau, on ne va pas vous en vouloir de ne pas le faire. À l'impossible, nul n'est tenu. De ce qui est, on ne peut pas dériver ce qui doit être. On se rend bien compte que ce n'est pas parce que la situation est comme celle-ci dans la nature, par exemple, on a parlé souvent de ça, notamment sur le cours de biologie évolutive, c'est pas parce que la situation est comme ça dans la nature que c'est forcément comme ça que c'est bien. Vous voyez, il y a des choses qui sont fondamentalement amorales dans la vie des êtres vivants, par exemple. Elles sont amorales parce que beaucoup d'animaux n'ont pas développé un sens moral. Et donc on voit bien qu'on ne peut pas tirer de la leçon de la nature des lectures morales. C'est ce qu'ont tenté de faire certains gouvernements ou certains mouvements politiques, notamment d'extrême droite, qui se sont pas mal adossés à des règles de type naturel en disant puisque les puissants écrasent les petits, alors nous on va faire pareil sur les plus petits ou sur ceux qu'on considère être inférieurs. Vous savez ce que ça a donné dans l'histoire. Et puis, différence entre omission et action. C'est comme ça qu'on dit, de manière un peu compliquée. En gros, c'est entre faire et laisser faire. C'est-à-dire que c'est pas pareil, que vous soyez aborigène d'Australie, amazonien ou mexicain, c'est pas pareil de tuer quelqu'un ou de le laisser mourir. On sent qu'il y a une différence. Vous voyez, pourtant, le résultat pour la personne, c'est le même. Il meurt, bon, il est mort. Mais on sent que c'est pas pareil entre laisser mourir et tuer quelqu'un. On sent qu'il y a une différence. Alors, j'aborde ma dernière diapo. Il y a 3 mots compliqués dedans. Je vous demande de vous accrocher, et après, il n'y aura plus de mots compliqués. On estime qu'il y a à peu près 3 grands courants de philosophie morale dans l'histoire. Il y a quelques nuances, évidemment, mais il y a 3 grands courants. Le premier courant, c'est un courant qui était un peu passé de mode et qui est en train de revenir, sous des formes un peu bizarres, mais il est en train de revenir, ce qu'on appelle parfois l'arétisme, ou l'éthique des vertus. Le principal défenseur de ça, c'est Aristote. Je vous ai mis un buste d'Aristote ici pour vous montrer. L'arétisme consiste à essayer de fonctionner selon des vertus personnelles, comme le courage, par exemple, ou la probité, ou l'honnêteté. Et donc, on estime qu'un choix est bon, un choix est juste, s'il témoigne de votre intention probe, ou honnête, ou courageuse, par exemple. Vous avez une autre école qui est ce qu'on appelle le déontologisme. Ça vient de déon en grec, qui signifie le devoir. Là, je vous ai mis Kant, parce que Kant, c'est le principal représentant de cette école-là, du déontologisme. Elle est très simple,
très commune, et on en discute assez souvent, ça fonctionne sur des principes, sur des impératifs catégoriques, comme il dit. Et il y a une phrase qui est assez courante, que vous avez peut-être déjà vu passer, « Agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. » Voilà, Kant, fondation de la métaphysique des mœurs. Et alors, les règles déontologiques classiques, c'est des règles. Ouais, il y a des règles qui sont intangibles, elles sont comme ça, elles sont fixées, elles sont souvent prises dans des textes sacrés. Voyez, et vous avez par exemple, tu ne tueras point, il faut tenir ses promesses, il ne faut pas mentir, c'est ce que nous disent nos parents. Nous avons le devoir moral de toujours dire la vérité, même à un assassin qui demande où se taire sa future victime. Exemple que prend Kant, il dit, même si quelqu'un veut nuire à quelqu'un d'autre, l'impératif catégorique qui est de ne pas dire le mensonge fait que vous devez dire la vérité. C'est pas votre problème à vous ce qui fait ensuite de cette vérité-là. Mais vous avez fait votre job, vous avez respecté la règle de ne pas mentir. Oui, c'est un peu... on est à l'étroit un peu dans ce genre de cadre, mais la morale par l'exemple, ramener des objets perdus, on a tous grandi avec ce genre de maxime, et à l'école on nous donnait des bons points quand on nous disait même faute avouée est à moitié pardonnée. Oui, ça marche pas très bien en justice, ça. Si vous venez voir le policier, vous dites j'ai tué quelqu'un, vous n'êtes pas à moitié pardonné. Et il y a le conséquentialisme, qu'on mélange parfois comme notion avec la notion d'utilitarisme. Mais j'aime bien le mot conséquentialisme parce qu'on entend bien le problème où il est, c'est la question des conséquences. Alors les conséquentialistes, il y en a eu beaucoup, mais le principal promoteur de ça, c'était un type qui était assez remarquable sur le plan de la pensée au XIXe siècle, qui s'appelait Jeremy Bentham. Je vous ai mis sa petite peinture là. Et alors, il nous dit qu'une action ne peut être jugée bonne ou mauvaise qu'en fonction des conséquences qu'elle aura. C'est-à-dire que si le choix que vous faites aura pour conséquence des trucs horribles, alors on estime que votre choix est injuste. Si vos conséquences sont bénéfiques, alors c'est chouette. Après, tout le problème, c'est de savoir comment on soupèse les conséquences. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a des utilitaristes qui vont dire que l'important, c'est de maximaliser le bonheur collectif. Il y a des gens qui vont vous dire non, l'important, c'est de maximaliser le bonheur, mais que à moi ou à mon groupe social, donc ça c'est vraiment très parcellaire, vous voyez. Et puis il y a des gens que je trouve un peu plus intéressants qui proposent ce qu'on appelle parfois le conséquentialisme négatif, c'est-à-dire faire en sorte que nos choix moraux entraînent le moins de souffrance possible. Vu que le bonheur, on ne sait pas trop ce que ça veut dire et qu'il est différent pour chaque personne ici, au moins on peut peut-être s'entendre sur la souffrance et choisir faire des choix moraux qui nous amènent à créer le moins de souffrance possible. Voilà, j'en ai fini avec mes notions compliquées. Retenez ça, l'arétisme, c'est les vertus, le courage, la modestie, etc. Le déontologisme, c'est fonctionnement avec des règles implicites, enfin explicites, pardon, pas implicites, des règles, mais qui sont, on ne peut pas les transiger, vous voyez, tu ne tueras point, point, c'est comme ça. Il faut tenir ses promesses, etc. Et les conséquentialistes disent qu'il faut regarder à l'aune des conséquences, ce qui est compliqué au final, parce qu'il faudrait les connaître toutes, et on ne les connaît pas toujours toutes, les conséquences. Pardon, je bois, Parler en public, ça donne soif. C'est un phénomène physique tout à fait bizarre. Alors un exemple. Voici quelqu'un qui se noie. Pas pour de vrai, mais voilà. D'ailleurs, il y a une anecdote assez sordide. Il y a une dizaine d'années, je me rappelle, j'habitais sur les quais de Grenoble et il y a un monsieur qui a vu une femme se noyer. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Il y a une plaque sur le passage piéton, là, sur le pont piéton, qui rend hommage à ce monsieur dont j'ai oublié le nom maintenant. Et ce monsieur s'est jeté à l'eau pour récupérer la dame qui voulait se suicider. Donc elle voulait se suicider, lui il saute pour aller la chercher, et le problème c'est qu'on récupère la dame, mais lui se noie. Alors on lui rend hommage. Et c'est un cas étonnant, quoi. Alors ça pose plein de questions. Bon, déjà, le monsieur, il a rempli son job, il a fait ce qu'il devait faire, et bravo, quoi. Je pense que d'un point de vue des trois écoles-là, on pourrait dire que c'est à peu près cohérent, et tout le monde trouve ça juste. Est-ce que la dame, on peut lui en vouloir d'avoir mis en danger quelqu'un d'autre ? Ça dépend, parce qu'on peut estimer que c'est le droit libre de chacun de disposer de son propre corps et que le suicide est donc un droit potentiel. On aurait le droit de décider nous-mêmes ce qu'on veut faire de notre propre peau. Il y a des gens qui vont dire non, vu que ça engage d'autres gens aussi, que ça rend triste d'autres gens et que ça fait prendre des risques à d'autres gens, alors on ne peut pas faire un choix tout seul comme ça. Il y a même des gens qui proposent d'interdire le suicide. J'ai même lu une BD qui s'appelle Le Métronome, très récemment, où il proposait d'interdire. Il y avait une loi qui interdisait le suicide. On punissait la famille quand quelqu'un s'était suicidé dedans. Très étonnant. Alors quand quelqu'un se noie, un conséquentialiste vous dirait que les conséquences d'un sauvetage maximisent le bien-être et donc diminuent la souffrance globale. Et donc peu importe l'école de conséquentialisme, vous seriez tous d'accord pour dire que c'est bien. Une déontologiste dirait qu'en sauvant l'enfant, ou j'ai mis l'enfant mais c'est une personne adulte, peu importe, le sauveteur agira en accord avec la règle morale « fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse ».
Et vous, on imagine que si vous vous noyez involontairement, ben vous aimeriez bien qu'on vienne vous chercher, donc il faut faire ça. Et puis un arrêtiste vous dirait que le fait d'aider cette personne serait charitable, bienveillant, courageux. L'intention est primordiale là-dedans. Voilà, j'espère que c'est bien clair pour vous. Ça va jusque-là? Ok. Alors maintenant, je vais vous proposer des situations éthiques qu'on appelle les situations éthiques classiques. Et je vous propose ça parce que comme c'est notre dernier cours, je vous encourage à rapporter ça chez vous ensuite et vous payer de bons repas de famille autour de ça et voir ce que ça donne. Ça peut parfois être très fleuri, ça peut parfois se fâcher très fort, c'est très très agréable. Alors, par exemple, premier exemple, il est très proche de ce qu'on a vu avec le film de Quentin Tarantino. Je l'appelais le mensonge au CRS. Un groupe de CRS cherche un trublion. Alors, quand on fait des exercices comme ça, il ne s'agit pas pour vous de négocier mon énoncé. Vous n'allez pas me dire, oui, mais quel CRS, il appartient à quel corps, et puis de toute façon, mais c'est pas l'heure de venir. Enfin, vous n'allez pas me contester l'énoncé, c'est un énoncé idéal, et on vous jette dedans, et on vous demande ce que vous feriez, quoi. Alors, comme je n'ai pas le temps de vous demander à chacune d'entre vous ce que vous feriez, malheureusement, je vais les dérouler de manière à juste à vous montrer où peuvent se poser les petites questions. Ce trublion se cache chez vous dans votre cave. Devez-vous dire où est cachée la personne? Alors, vous comprenez bien que si vous êtes plutôt déontologiste et que vous avez adhéré à la règle « tu ne mentiras jamais », vous devez dire au CRS où est le trublion. D'accord? Si par contre vous dites « je sais que les CRS parfois ont tendance à être un petit peu violents pour ne pas dire plus », pensez à l'affaire Adama Traoré par exemple, est-ce que j'ai intérêt à faire ça? Voilà. Et donc ça se discute. Alors la variante, et c'est là qu'on fait de la philosophie morale expérimentale, c'est qu'on vous donne ces situations, on vous laisse marquer sur un petit papier ce que vous en pensez, et puis après on vous fait changer les paramètres. Et on vous dit, ah, au fait, ça change si c'est votre frère? Alors, généralement, ça change un peu, d'accord? Ou votre sœur, ou votre grand-mère. Ça change-t-il si c'est un juif en 1941? Vous voyez? Ça change-t-il si c'est un enfant juif en 1941? Et le fait de mettre enfant, généralement, ça pose un problème un peu plus grand. Ça change-t-il si c'est un djihadiste potentiel qui est recherché par les CRS? Alors après, vous appartient à vous de savoir pourquoi vous feriez éventuellement une différence entre un djihadiste potentiel qui peut nuire et quelqu'un qui ne nuirait pas. Et si ça se trouve, c'est votre frère qui est peut-être juif aussi, mais qui est djihadiste potentiel. Alors là, c'est le bordel complet. Là, c'est vraiment indiscernable. Deuxième situation, je ne vous mets pas toujours les références d'où je les sors, mais c'est... Enfin, je vous les donnerai à la fin si ça vous intéresse. Là, pour le coup, je l'ai marqué parce que c'est une dame pour qui j'ai un grand respect. Elle s'appelait Philippa Foot. En 1967, elle a proposé ce problème-là, elle l'a posé sous forme d'un dilemme. Elle appelle ça le dilemme de la foule déchaînée. Un juge se retrouve face à une foule de manifestants furieux. On n'est pas content. Exigeant qu'on retrouve l'auteur d'un meurtre atroce qui a été commis sur un membre de leur communauté. Okay. Sinon, disent-ils, ils se vengeront en attaquant une autre communauté qu'ils soupçonnent d'abriter le meurtrier. Le juge ne connaît pas l'auteur du crime, mais décide d'accuser une personne innocente et de la faire exécuter pour éviter des troubles plus graves. A priori, on se dit quand même, c'est abusé, quoi. De tomber sur quelqu'un et on le tire au sort pour le donner à la colère populaire et il va se faire probablement lyncher. Alors, il y a une issue possible qui serait élégante sur le plan de l'éthique des vertus, ce serait que le juge lui-même se livre. Oui, ça serait joli, quoi. Mais c'est pas prévu dans l'énoncé. Ce qui est intéressant dans le cas de Philippa Foot, c'est qu'elle dit, voilà, tout le monde trouve ça assez immoral, cette idée de tirer au sort quelqu'un, imaginez ici, on tire au sort, bon ben toi, pouf, et puis on t'envoie là-bas, et tu te fais massacrer par le groupe. Philippa Foot introduit ensuite cette situation bis, qui est le pilote. Imaginez un pilote d'avion dont l'avion part en cacahuète et il va s'écraser c'est sûr, on sait qu'il va s'écraser. Alors lui va décider d'essayer de s'orienter vers une zone où il y a le moins d'habitants possible. Il va essayer d'éviter la ville, il va essayer de se diriger vers un petit cottage quelque part où il y a une pauvre grange et peut-être quelqu'un dedans ou un vieux chiotte abandonné, il y a peut-être quelqu'un dedans qui est en train de faire ses besoins, peu importe, mais au moins il n'y aura qu'un seul mort. Et donc il tombe dessus, paf. Et là on se dit, bah ouais, il a bien fait, il valait mieux éviter plein de morts que un. Donc d'un point de vue des conséquences, c'est pas tout à fait pareil. Alors la question que pose Philippa Foot, et que je vous laisse ramener à la maison discuter avec vos proches, c'est est-ce que c'est différent, un cas, le premier de la foule déchaînée, et l'autre? Et si oui, où? Et c'est pas si facile que ça de trancher. Voilà, je vous laisse méditer ce cas. Et d'ailleurs, j'ai pas encore vu le film, mais Sully, le film de Clint Eastwood de l'année dernière, porte sur une histoire qui ressemble à ça, mais qui s'est plutôt bien finie, puisque vous savez que le pilote de l'avion, en 2009, avait réussi à poser son avion
non pas sur une zone habitée ni complètement inhabitée, mais sur l'eau. Et il a réussi à sauver tout son équipage comme ça, sur l'Hudson River, histoire absolument fantastique. Donc Clint Eastwood a fait un film l'année dernière, mais je n'ai pas encore vu le film. Troisième situation, on la doit à Tom Regan, qui est lui encore vivant, qui a fait un livre sur le droit des animaux qui est assez captivant. Et là, c'est dans un texte qui s'appelle The Dog in the Lifeboat, c'est en 1985. C'est une histoire de radeau de survie, mais vous pourriez prendre une montgolfière, c'est pareil. L'idée, c'est, vous êtes sur un radeau, enfin, il y a un radeau de survie, vous n'êtes pas obligé d'être dedans, mais il y a un radeau de survie, il y a 4 hommes, et il y a un chien. Tout le monde fait le même poids, ne me demandez pas pourquoi, ils font tous le même poids. Voilà, c'est comme ça, c'est l'énoncé. On sait que le radeau va couler si on ne balance pas une personne par-dessus bord. Si on balance une personne par-dessus bord, alors on est tranquille. Ils font tous 70 kilos, imaginez, voilà. Et voilà. Il faut jeter quelqu'un à la mer. Qui est-il moral de sacrifier? Qui serait-il juste de sacrifier? Alors là, quand on fait ces tests-là, pratiquement dans tous les pays, c'est à peu près cohérent. Tout le monde dit, bon, il est sympa le chien, mais bon, on va jeter le chien, quoi. Pauvre chien. Bon, voilà, quoi, on jette le chien. Et après, l'idée, c'est de changer les paramètres. Et donc, on peut changer les paramètres, par exemple, en vous disant, oui, mais alors ce chien, c'est pas n'importe quel chien. C'est Yuki, qui est très gentil, qui sauve plein de gens dans les avalanches, qui adore les enfants. Il est trop mignon. Il a un tonnelet d'eau de vie, comme ça, quand il vous trouve dans une avalanche, il vous donne un peu à boire et tout. Enfin, il est formidable. C'est Yuki, il est super. C'est un vieux pépère, très gentil. Voilà. À côté, les 4 bonhommes, c'est Himmler, Hitler, Goebbels, Göring. Alors là, des fois, le choix change. On se dit, ah ben non, tiens, on va balancer Himmler. Ça sera fait, quoi. Donc il peut y avoir des situations où notre spécisme intuitif, je dirais le fait qu'on soit distant d'une espèce fait qu'on aura tendance à s'en prendre plutôt à une autre espèce plutôt qu'à des gens de l'espèce humaine, peut être contrebalancé quand ce sont des gens qui sont auteurs de choses absolument horribles. Vous voyez, mais en même temps, c'est quand on le sait. Et c'est 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, c'est facile à dire. Quand on était en 1935 ou 40, il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça formidable ce qu'ils faisaient. Donc le choix n'aurait pas fonctionné de la même façon. Il aurait fallu prendre d'autres personnages horribles de l'histoire, bien évidemment. 4e situation, qui commence à être assez célèbre, qu'on doit encore à Philippa Foot, c'est pour ça que je suis fan d'elle. Philippa Foot, elle a proposé un truc qui s'appelle le tramway fou, que vous pouvez retrouver aussi sous le nom de train fou. C'est pareil. La situation est assez simple. Je pourrais vous faire un dessin, mais j'ai mis un dessin que j'ai pris sur Internet, mais sinon je pouvais vous le faire au tableau. Mais c'est pas très compliqué, je pourrais presque vous le faire avec la main, puisque je suis obligé de tenir ça. La situation qu'on vous donne, c'est celle-ci. Vous avez une voie de tramway qui va s'enfoncer dans un tunnel dans laquelle il y a 5 cheminots qui travaillent. D'accord? Vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas qui c'est, mais ils travaillent. Il n'y a pas d'issue dans ce tunnel-là. Si le tramway fonce dans ce tunnel, il écrase tout le monde. Sauf qu'il n'y a pas de conducteur au tramway, on ne sait pas où il est. Ne me demandez pas où il est, on ne sait pas où il est. Ou alors il est inconscient, ou alors il a sauté, ou alors il n'y a plus de frein, il n'y a rien. Rien ne peut arrêter le tramway. Donc il va foncer dans le tunnel et va écraser 5 personnes. Mais, coup de chance, juste sur le côté là, vous avez une voie de dérivation qui vous permet, en actionnant un levier, de diriger le tramway sur une voie où là, il y a encore un tunnel dans lequel travaille un seul cheminot. Et vous êtes près du levier. Est-ce qu'il est moral d'actionner le levier, précipitant donc à la mort le cheminot qui est dans le tunnel numéro 2, mais évitant la mort de 5 cheminots du tunnel numéro 1? Alors généralement, on vous demande de faire ce choix vite, puisque si c'est une vraie situation, vous devez faire ce choix vite. Alors est-ce que vous le faites, est-ce que vous le faites pas? Alors il y a des gens qui vont dire oui, parce qu'il vaut mieux un mort que 5, et puis il y a des gens qui vont dire hors de question, je ne veux pas participer à ça, et tant pis si ça fait un mort. Alors quand on regarde les statistiques là-dessus, moi j'ai pas mis, sur le dessin il n'y a pas des tunnels, mais des gens attachés. Est-il moral d'actionner le levier? À peu près, je crois que c'était 82-83% en moyenne, toutes les études qui montraient que les gens disaient que c'était quand même moral de le faire. Là, on voit qu'il y a une maxime un peu conséquentialiste qui opère, c'est-à-dire on se dit, il vaut mieux quand même un seul mort que 5. Évidemment, si vous dites que le cheminot qui travaille, c'est votre oncle, ça change la donne, bien sûr. Et puis moins de 20% disent que c'est moral de le faire. Et puis, alors là, c'est Judith Jarvis Thomson, qui est une ancienne collègue de Philippa Foot, qui va plus loin et qui dit, bon, moi je vous propose une autre situation, celle-ci. Vous avez le tramway qui n'a plus de frein, on ne sait pas où est le conducteur, il va foncer encore dans le tunnel et il y a encore 5 cheminots qui travaillent. Okay. Il n'y a plus de levier, il n'y a plus de voie d'alternative, il n'y a rien. Par contre, il y a un pont au-dessus, une petite passerelle, sur laquelle vous êtes. Vous savez que le seul moyen, ne me demandez pas comment vous le savez, mais vous le savez, le seul moyen d'arrêter le tramway, c'est de faire tomber un corps lourd devant. Okay. Un corps lourd de 100 kilos.
coup de chance, ou pas de chance, enfin, c'est à vous de voir, à côté de vous, il y a un gros monsieur qui fait exactement 101 kilos. Est-il moral de pousser le gros monsieur? Boum. Vous le poussez, d'une tape dans l'épaule, bam, il passe par-dessus, boum, il tombe, il arrête le train. Il y a un certain point de vue, on pourrait se dire, c'est pas très différent de la première situation. Il vaut mieux un mort que 5. En même temps, il y a quelque chose qui nous dit, ah, c'est quand même moche, là, ce serait quand même pas joli. Et il y a un truc dans l'arrière-fond là, qui nous dit, quand même, on peut pas se servir de quelqu'un comme ça, c'est vraiment pas bien. Et tout. Effectivement, les statistiques baissent beaucoup. Et c'est à peu près, je sais plus, 13 ou 14% des individus qui disent qu'ils le feraient, qui pousseraient le gros monsieur. On part du principe que vous-même ne faites pas 100 kilos. Sinon, vous pourriez être vous-même un élément et sauter. Mais ce n'est pas prévu dans l'énoncé. L'argument qui est donné par les gens qui refusent, qui sont majoritaires, très majoritaires, c'est de dire « non, non, on ne peut pas se servir de quelqu'un comme d'un moyen, c'est vraiment pas bien, c'est vraiment moche ». Alors, Judith Jarvis Thomson, pleine de malice, propose un troisième cas. Elle dit « ok, ce que vous n'aimez pas, en fait, c'est de toucher la personne pour la pousser et de vous rendre acteur du fait qu'elle tombe et tout. Très bien. Alors imaginez qu'il y a toujours la passerelle, il y a toujours le gros monsieur qui est en haut, ou la grosse dame, hein, peu importe, et puis vous avez le tramway qui est lancé à toute vitesse, le seul moyen de l'arrêter, c'est de faire tomber un poids de 100 kg devant. Et vous êtes en bas, il y a un levier qui vous permet d'actionner une trappe qui s'ouvre sous les pieds du gros monsieur. Comme ça, vous ne le touchez pas, pouf, il tombe, plaf, et ça arrête le tramway. Est-ce qu'il est légitime de le faire ou pas? Alors là, les résultats se tempèrent. Est-ce qu'il est moral de faire tomber le gros monsieur ou la grosse dame? Et on est à, vous voyez, 40-60, 38-62, un truc comme ça. Ça interroge ces situations-là. Ça nous questionne sur notre conséquentialisme, ça nous questionne sur notre déontologisme. Est-ce qu'il y a des règles intangibles, il y a des choses qu'on ne peut vraiment pas faire? Ou est-ce qu'il faut essayer de minimiser le nombre de morts et le nombre de souffrances qu'il y aura derrière? Parce qu'il n'y a pas que la mort des gens, hein. Il y a aussi le fait qu'ils peuvent être blessés seulement, il y a aussi le fait que la famille autour peut souffrir d'avoir perdu son mari, son père, sa mère, et les souffrances collatérales, quoi. Donc on devrait faire la somme des souffrances, on devrait prendre en compte aussi la souffrance des proches tout autour. Donc c'est des situations que je trouve riches parce qu'elles nous questionnent sur ça. Et d'ailleurs, certains se sont amusés à chercher des équivalences. C'est pour ça que j'ai parlé de 4 bis, 4 terres et 4 quarts, c'est-à-dire 3 situations qui sont à peu près les mêmes, du même type, mais dans d'autres situations, dans d'autres contextes. Par exemple, le dilemme du pompier, qui est une question qu'on aborde quand on fait la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait, mais c'est mon cas et j'ai appris ça. On nous pose la question, vous roulez avec 5 personnes blessées graves et vous voyez au bord de la route une autre personne très gravement blessée aussi. Mais s'arrêter fera mourir à coup sûr les autres parce que vous n'aurez pas le temps d'arriver à l'hôpital pour les soigner. Est-il moral de s'arrêter pour sauver la personne qui est sur le côté, mais vous faites mourir les 5 autres? Ou est-ce que vous vous laissez crever dans le caniveau puis vous continuez votre route parce que vous avez 5 à sauver? Deuxième variante, vous roulez avec 5 personnes blessées graves. Si vous arrivez dans les 2 minutes à l'hosto, vous les sauvez, mais un type traverse juste devant vous. Si vous pilez, vous perdez toute chance pour les 5, sauf si vous l'écrabouillez, lamentablement. Est-il moralement justifié d'écrabouiller la bonne femme ou le bonhomme qui passait devant vous? Ne me dites pas, si c'est une personne âgée, c'est moins grave. Mais il y a des gens qui vont vous dire ça, ils vont dire, oui, une personne âgée serait moins grave que si c'était un enfant, par exemple. Alors vous pouvez demander pourquoi. Vous dites, pourquoi ce serait plus grave d'écraser un enfant? Ah, mais parce qu'il a une projection de vie possible. Alors que les plus vieux, ils ont moins de projection de vie. Mais il y a d'autres gens qui vont vous dire, oui, mais un vieux, une vieille, c'est des bibliothèques, c'est des gens qui connaissent plein de choses, et quand ils meurent, eh ben, c'est tout ça qu'on perd, alors que l'enfant, il connaît rien à rien, et il est là comme ça, c'est pas grave, toc, il se rend même pas compte qu'il est mort, peut-être. À vous de sentir ce que ça vous fait. Dans la situation 4 terres, c'est celle du médecin, je l'aime bien, me fait marrer, j'aimerais pas être dans cette situation. Vous êtes chirurgien ou chirurgienne, et votre domaine de spécialité est la transplantation d'organes. Les 5 patients que vous avez à soigner ont tous besoin d'un organe différent. Madame a besoin d'un poumon, toi tu as besoin d'une rate, toi d'un foie, toi des reins, etc. D'accord? Et vous devez trouver un donneur dans les prochaines 24 heures si vous voulez les sauver d'une mort certaine. Okay, et là, vous avez sondé tous les hôpitaux, vous avez demandé à tout le monde. Pas de solution en vue. Donc c'est foutu, vous êtes en bas de trip complet, vous allez boire 15 cafés, vous partez vous promener, vous marchez un peu pour vous déstresser, et vous êtes près de la machine à café, là vous voyez un type allongé par terre. Et puis, il a l'air de dormir, il a l'air en bonne santé, vous l'aidez à se relever, vous lui proposez un petit café, puis vous le regardez bien, vous dites, bah, il est jeune, il est en bonne santé, il n'a pas de papier d'identité. Et est-ce que ça serait immoral de prélever sur lui les 5 organes dont j'ai besoin pour sauver les 5 personnes? Au fond, je sacrifie qu'une seule personne pour en sauver 5. Ouais, et ça nous donne exactement la même équation. Pourtant, on sent que c'est pas très bien de faire ça. Et ma préférée, je pense que c'est celle du spéléologue. Je ne sais pas si vous faites de la spéléo, mais
Des fois, il y a des drames qui se font, hein, notamment dans le Vercors, le gouffre berger, tout ça, il y a plein d'histoires là-dessus. Imaginez 6 spéléologues qui sont dans un goulet, il n'y a pas d'issue, cul-de-sac, on ne peut pas sortir. Ils veulent revenir, mais le premier d'entre eux est plutôt gros, très gros, et il bouche le passage. On ne sait pas comment il a réussi à rentrer, mais en tout cas, il ne peut plus sortir. Il est coincé. Alors les copains le tirent, ils n'y arrivent pas. Ils le poussent, ils n'y arrivent pas. Ils essaient tout ce qu'ils peuvent, ils n'y arrivent pas. Le problème, c'est qu'ils bouchent la cavité et que l'oxygène est limité. Alors, les sauveteurs se disent, le seul moyen, c'est de le faire exploser, quoi. De mettre des charges explosives et de le faire exploser. Est-ce qu'il serait moral de faire exploser le gros monsieur ou la grosse dame qui coince le trou, quoi? En même temps, dites-vous bien que c'est pour sauver les 5 autres personnes. On peut trouver ça sordide, mais vous verrez tout à l'heure, j'espère qu'on aura le temps d'aborder ça, quand on fait des politiques de santé publique, on est un peu obligé de compter comme ça. Combien de personnes sauve-t-on ou pense-t-on sauver avec un montant d'argent limité, par exemple? Et donc, même si on n'aime pas faire ce genre d'équation, de fait, on est un peu contraint de le faire, parce que nos moyens sont limités.